Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette production commune qui rassemble donc l'agence Galaxy Media, Environews, SMBDJ et Radio Okapi pour parler de deux thématiques différentes. Il s'agit entre autres des appels d'offres lancés, comme vous le savez, dernièrement par le gouvernement de la République pour les 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, mais aussi la thématique qui est liée à la politique énergétique de la République démocratique du Congo. Pour cette première partie, je suis avec ma consoeur Nelfi Millet qui est de Environews et comme invité dans cette production, nous avons Emmanuel Moussouyou qui est secrétaire exécutif de la CORAP, mais nous avons également Apollinaire Ngimbi, coordonnateur de l'initiative pour le développement local basée à Boma. Nous sommes là au Congo central. Il y a également Justin Mobomi qui est lui expert à la CORAP, ainsi que Olivier Ndole qui est membre de l'ACDH qui nous vient fraîchement de Goma. Une fois de plus, bienvenue, Madame, Messieurs, à cette production. Première question, il s'agit donc, en ce qui concerne les appels d'offres, de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers qui a été lancé. Alors, Emmanuel Moussouyou, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les motivations de la dynamique Polé qui, en tout cas, elle s'insurge contre ces appels d'offres et propose peut-être d'autres alternatives à la place. Quelles sont les motivations de la dynamique qui refuse, s'il faut le dire ainsi, ces appels d'offres lancés par le gouvernement? Voilà, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes très heureux donc de nous retrouver sur ce plateau. Je pense qu'il est tout d'abord important que les téléspectateurs puissent savoir qui nous sommes et effectivement. Vous avez parlé de moi, je suis Emmanuel Moussouyou. C'est vrai que je suis secrétaire technique de CORAP. Mais ici, j'aimerais bien préciser que nous sommes là dans le cadre de la dynamique Polé. La dynamique Polé, c'est en fait une plateforme qui a été créée par 12 organisations congolaises basées dans différentes provinces. Et ici, dans notre zone d'action, nous l'avons répartie sur base des 11 anciennes provinces dans l'ancienne configuration qui couvrent bien évidemment aujourd'hui les 26 provinces. Et donc cette dynamique a été créée parce que aujourd'hui le pays s'est engagé, n'est-ce pas, dans un processus de doter la RDC d'une politique nationale de l'énergie. Il est important de parler de cette politique parce que depuis plusieurs années, le pays n'a pas eu de politique. Donc, ces organisations qui se sont mises ensemble avaient pour but justement de pousser le gouvernement à adopter une politique qui répond réellement aux besoins de la population, qui est axée sur les vraies réalités de terrain, ce qui fait qu'il y a tout un travail qui a été fait pour que, n'est-ce pas, cette politique ou ce processus d'élaboration puisse aussi impliquer les communautés locales, puisse voir tous ces aspects-là. Donc, je voulais bien justement commencer par introduire ce que nous sommes. Et il est important que la population sache que cette dynamique, c'est vraiment un mouvement au niveau national qui regroupe des grands leaders, des grandes organisations avec des actions sur terrain. Peut-être un mot, juste avant que mes collègues Apollinaire, peut-être, puissent revenir effectivement sur votre question. C'est que pour la dynamique Polé, la question des hydrocarbures fait partie de sa vision. Dans le processus que cette plateforme a mis en place, nous sommes parvenus justement à l'élaboration de ce qu'on a appelé la vision de la société civile et des communautés locales sur le développement de la politique nationale de l'énergie ou carrément sur le développement du secteur de l'énergie dans sa globalité. Et donc, cette vision a 9 points ou 9 exigences essentielles et le 5e exigence parle des hydrocarbures. Qu'est-ce que nous voulons des hydrocarbures? Peut-être c'est important que je puisse parler de ça maintenant. C'est que aujourd'hui, la RDC est partie prenante de plusieurs accords, et s'est engagée, n'est-ce pas, à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle de réduire jusqu'à 21% dans les différents secteurs, dont entre autres le secteur énergétique. Et donc, ces engagements font que le gouvernement est obligé et appelé, n'est-ce pas, à respecter cela et à promouvoir, à prendre des actions qu'il faut, de sorte à aider, à aller au fait dans le sens justement de réduire et de protéger l'environnement. Et donc, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement congolais devra adopter une vision claire
une vision claire par rapport au secteur des hydrocarbures sur le court, moyen et long terme. Pour dire que d'ici par exemple 2050, il faut que le gouvernement congolais puisse davantage réduire la production énergétique à partir des hydrocarbures pour voir comment est-ce que les énergies renouvelables prennent place. Donc c'est comme ça que nous nous sommes lancés dans cette campagne. Nous avons pris position pour dire au gouvernement congolais qu'il n'était pas réfléchi dans ce sens d'aller à promouvoir les énergies fossiles, alors qu'en même temps on est pays solution, en même temps on a pris des engagements pour réduire sensiblement les émissions. Donc je voudrais bien peut-être m'arrêter là pour l'instant et laisser place à... Oui, Apollinaire Ngimbi, c'est par rapport bien sûr aux motivations même de la dynamique pôle qui, en tout cas, si il faut le dire ainsi, s'insurge au lancement de ces appels. S'insurger peut-être c'est trop, parce que c'est une action du gouvernement, mais à côté du gouvernement, réfléchir davantage sur la question des énergies fossiles. Comme l'a dit mon collègue Emmanuel, nous nous sommes engagés au niveau international, mais aussi il y a un danger, qui nous guette. Et je crois que si nous ne faisons rien du point de vue environnemental, il y a risque que demain nous puissions regretter et la génération future puisse aussi regretter. Comme l'a dit Emmanuel, dans le cadre de la politique énergétique, la vision des communautés locales et de la société civile, c'est de désinvestir dans ces domaines d'énergie fossile. Pourquoi? Je crois que d'abord, nous disons que c'est un secteur qui de plus en plus est visé et d'être dépassé. Vous savez, nous ne produisons pas de véhicules. Nous ne produisons pas de véhicules, mais nous devons être attentifs de comprendre ceux qui produisent les véhicules, ils vont dans quel domaine? Ils vont dans les énergies vertes. Et nous produisons des énergies qui dérangent l'environnement. C'est pour dire que c'est un marché qui demain ne sera pas rentable. Ne sera pas rentable. Voilà pourquoi, quand nous avons fait la lettre de la dynamique pôle, nous avons dit que le secteur était dépassé. Et il est nécessaire que le gouvernement tienne compte de ça. Et c'est ça aussi la gouvernance, projeter l'avenir pour s'adapter et s'allier. Mais nous pensons que quand nous allons dans ce secteur, nous ne nous projetons pas et nous ne nous allions pas face aux enjeux des économies mondiales, face aux questions environnementales. Nous avons dit qu'il faut arrêter parce que demain, ça va être un secteur dépassé. Et nous avons dit qu'il faut réduire les investissements parce que demain, nous ne voulons pas avoir une production qui ne rapportera absolument rien. Alors que la production des énergies fossiles détruit l'environnement et ça a des répercussions négatives dans presque tous les secteurs de la vie. Santé, agriculture et ainsi de suite. Voilà tout ce que je peux dire dans un premier temps. Nous savons tous que jusque-là, en parlant des blocs pétroliers, jusque-là, il ne s'agit que des appels d'offres. Il n'y a ni la vente ni distribution de ces blocs pétroliers. Mais pourquoi alors vous refusez alors que le gouvernement n'a encore rien vendu jusque-là? Pourquoi vous refusez? En fait, les appels d'offres, c'est pour dire que le gouvernement est déterminé. Il s'engage à ça. Nous disons à côté du gouvernement, non, réfléchissons autrement. Il a besoin d'argent. C'est un peu agité quand vous lisez les motivations du gouvernement. Il a besoin d'argent. Il veut répondre à des problèmes de la République démocratique du Congo. Mais on s'est dit, est-ce que c'est seulement à ce niveau-là que nous pouvons trouver de l'argent? Ça sont des questions de réflexion. Et nous savons, c'est une question de gouvernance. Je crois que les amis qui sont à côté de moi peuvent me compléter. Mais l'expérience congolaise sur la production des hydrocarbures est négative. Parce que je suis dans le Congo central et je travaille sur la question des hydrocarbures à Mwanda. L'expérience est négative. Et nous nous posons la question, comment ça va se faire? Alors, la deuxième question est de savoir, est-il interdit à un État souverain d'explorer ou exploiter son potentiel en hydrocarbures? Merci beaucoup pour la question. Mais parfois, quand les journalistes vous nous posez la question, vous nous rendez mal à l'aise. Quand le gouvernement est allé dire la RDC est pays solution,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en matière de changement climatique, en matière de pollution, la RDC regorge des ressources pour pouvoir aider la planète à ne pas aller dans le sens de continuer à polluer, de continuer à influer négativement sur les changements climatiques. C'est ça ce qu'on appelle un pays solution. Maintenant, si vous prenez cette thèse-là d'être des pays solution et l'ambition d'exploiter les hydrocarbures, les pétroles et les gaz, il n'y a pas de cohérence dans ça. Notre travail en tant que citoyen, c'est dire à notre gouvernement, écoutez, restons cohérents. Si nous nous présentons devant l'opinion internationale en disant nous sommes pays solution, nous devons agir en tenant compte du fait que nous sommes prononcés pour être des pays solutions et non pas des pays qui vont poser des problèmes. Si vous allez dans le sens de développer les hydrocarbures, vous n'êtes plus pays solution. Vous devenez les pays qui posent le problème. Vous voyez, c'est simplement ça pour interpeller un peu le gouvernement. Donc ce n'est pas nous qui interdisons, nous interpellons le gouvernement à être cohérent. C'est simplement ça. Mais d'après le gouvernement, il y a une étude qui a été menée dans ce sens, donc il n'y aura pas un impact sur l'environnement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? On va laisser Olivier répondre à ça, mais j'espère que quand il dit pas, vous ne prenez pas ça au sérieux, j'espère. La RDC n'est pas le seul pays à apporter la solution au monde en matière environnementale, en matière de réduction des émissions, parce qu'elle n'est pas seule, même au niveau du bassin du Congo. Il y a d'autres pays, au bassin de l'Amazonie, au bassin de l'Indonésie, et donc la RDC ne doit pas rester dans la pauvreté, pourtant elle a des ressources à exploiter pour réduire la pauvreté en fait. Oui, merci beaucoup de la question. D'abord, moi je précise que je viens fraîchement du Nord Kivu et je remercie Corap qui a fait que nous puissions porter la voix des communautés locales, laquelle voix, à partir de la politique du président de la République, qui voudrait se résumer par l'adage « le peuple d'abord », c'est-à-dire c'est le peuple qui parle et les présidents ou les institutions doivent nous écouter. C'est-à-dire pourquoi nous sommes insurgés ou la population ne veut pas ou se réserve par rapport à cette offre qui voudrait faire croire à cette population qu'avec l'exploitation du pétrole, c'est le budget de l'État qui devra augmenter ou le social du Congolais. Et je crois que les arguments développés par les collègues sont déjà très massifs, mais je voudrais souligner par rapport au Nord Kivu, c'est que d'abord, par rapport à l'aspect de la souveraineté appartient au peuple. Le peuple dit qu'en exploitant le pétrole, si vous prenez par exemple pour le Nord Kivu, les blocs 5 et 4 commence à partir de Ben, non seulement dans les aires protégées, à partir de Beni, c'est-à-dire tout Oicha, se trouve dans les blocs 5. Si vous prenez tout le territoire de Rutshuru, c'est le bloc 5. Vous prenez le lac Édouard qui constitue, si vous voulez, la source alimentaire, la source économique pour toutes ces populations qui sont déjà victimes, appauvries par la guerre. Mais on veut encore une fois céder, parce que quand on va céder les blocs pétroliers à travers des ventes, les blocs pétroliers sont des terres, ce sont des étendues de terres. Sur ces terres-là, oui, c'est privé de cette population, leurs sources économiques, c'est-à-dire l'agriculture, on ne pourra pas faire l'agriculture, on ne pourra plus pêcher. Et ça, je pense, c'est contraire par rapport à la philosophie politique même du chef de l'État qui voudrait le peuple d'abord. Pour ce qui concerne les lois de la République, je pense que le chef de l'État lui-même a dit expressément pour son mandat, c'est le principe de l'État des droits. Et qui dit État des droits, c'est la soumission aux lois de la République. Déjà, la loi, si vous voulez, la loi sur les hydrocarbures, interdit l'exploitation dans les aires protégées. Or, si vous prenez certains blocs, ça se trouve dans les aires protégées. Et donc, ce sont vraiment des questions sur lesquelles nous poussent non seulement
à interpeller, comme les collègues l'ont dit, le gouvernement, que voilà, nous avons des lois de la République, des engagements au niveau, si vous voulez, international, qui il faudra non seulement respecter, mais aussi tenir compte de l'intérêt. Pour ce qui est du budget de l'État, si vous voulez, les moyens, je pense que... Parce qu'il y a des pays, en tout cas, qui fondent leurs économies sur le pétrole. Mais cela n'est pas la fin du monde quand même. Si nous faisons la comparaison, il y a le Nigeria, par exemple, qui a été vanté, le Nigeria, mais les Nigériens sont à Goma, ils sont en train de faire d'autres économies, d'autres investissements, parce que la vie est devenue difficile du fait que la pollution et les autres, si vous voulez, activités qui dépendent des communautés locales, les plus pauvres, n'ont plus de secteur. Par rapport, par exemple, au Congolais, je ne vois pas une entreprise congolaise ou un paysan congolais qui est à mesure d'investir dans l'exploitation du pétrole. Mais nous sommes, nous, en mesure d'investir dans l'agriculture. Et c'est cette agriculture, c'est par exemple le tourisme qui a contribué depuis toutes ces années au budget de l'État. C'est cette activité de pêche qui a contribué au budget de l'État. Et je pense que nous avons eu la plus grande contribution financière pour le budget de l'État, plus que même l'Afrique du Sud, juste après l'indépendance. Et je pense que ça n'était pas fondé sur le pétrole. Et donc nous estimons que si on investit beaucoup plus dans l'agriculture, si on fait la promotion du tourisme, parce que Virunga 2020, pendant le contexte Covid, a donné une contribution au budget de l'État, 81 millions de dollars pour la contribution au budget de l'État. Je pense que nous donnons des alternatives, des conseils au gouvernement congolais. Oui, Olivier, je sais qu'on ne va pas continuer à contempler nos ressources naturelles, mais Emmanuel Moussouyou, effectivement, sur le lieu des alternatives qu'il faut proposer au gouvernement, parce que le gouvernement se dit qu'il faut exploiter les ressources, on ne doit pas continuer à les contempler. Mais quelles sont les alternatives qu'amène la dynamique pour que le gouvernement puisse dire, en tout cas, ces gens-là ont raison et prenons les alternatives. Voilà, merci beaucoup. Je pense que mes collègues étaient si clairs, n'est-ce pas, en présentant tous les arguments qu'a la dynamique pour et contre cette exploitation pétrolière. Mais je voulais revenir sur deux choses très rapidement, avant peut-être de parler des alternatives. Premièrement, c'est la question que vous avez posée pour dire que le gouvernement dit qu'ils ont mené des études et ils vont faire une exploitation sans impact. Je vous mets à défi. Il n'y a jamais eu d'exploitation pétrolière sans impact et il n'y en aura pas. Ici, je voudrais juste prendre un exemple des États-Unis, qui est un des plus grands pays producteurs ou qui exploite le pétrole. C'est que d'ici 2024, ils se sont engagés, n'est-ce pas, à abandonner l'exploitation pétrolière à ciel ouvert. C'est que nous voulons commencer à exploiter aujourd'hui sur nos terres. D'ici 2024, ils vont arrêter cette exploitation pétrolière, d'aller dans le sous-sol, n'est-ce pas, graviter les pierres, etc., pour extraire le pétrole, d'ici 2024. D'ici 2040, dans le plan des États-Unis, c'est qu'ils vont complètement abandonner l'exploitation des hydrocarbures. Pour dire que même des grands pays, aujourd'hui, si vous êtes à Californie, il y a beaucoup de problèmes environnementaux, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont enregistrés. Même s'il faut revenir, parce que j'étais aux États-Unis, c'est vrai, mais je reviens en Afrique, il faut voir des pays comme le Ghana, dans la cité de Delta, dans l'état de Delta au Nigeria. Aujourd'hui, l'espérance de vie est réduite, je pense, à 41 ans, si je ne me trompe pas, alors qu'à la normale, on est autour de 53 ans. C'est pour dire que il n'y a jamais eu d'exploitation pétrolière sans impact. Et rassurez-vous que si vous voyez la cartographie des blocs pétroliers, ça couvre presque l'ensemble du pays. C'est des terres et des terres et des terres de communautés qui seront, n'est-ce pas, exploitées. Et c'est-à-dire que cette exploitation se fera dans nos communautés. Et c'est des impacts sérieux sur la population, sur l'environnement, sur la santé que nous allons enregistrer. Ça, c'est vraiment une chose importante. Et pour revenir à votre question, je pense que
pour la dynamique pôlée, nous estimons que le gouvernement devrait être vraiment ambitieux. Ambitieux dans ce sens qu'on veut être pays solution, mais en quoi est-ce qu'on sera pays solution si seulement on ne développe pas des alternatives crédibles? Si on ne développe pas des alternatives sérieuses qui permettra à ce que la RDC puisse effectivement être positionnée comme ses leaders environnementaux, comme ses leaders solutions par rapport aux énergies renouvelables. Mais il faut voir la cartographie, la RDC est parmi les pays les plus bénis. En hydroélectricité simplement, parce que c'est vrai, l'hydroélectricité, nous ne soutenons pas généralement les grands barrages, parce que c'est aussi des projets à problème. Mais nous sommes pour l'exploitation de toutes les ressources hydroélectriques, de plus de 100 000 MW qu'il y a à travers le pays, à travers des solutions décentralisées. Ça, c'est la meilleure des choses. Écoutez, au-delà de l'hydroélectricité, nous avons le solaire. J'aime toujours le dire, le plus faible potentiel solaire de la RDC est plus que le plus grand potentiel solaire de l'Allemagne. Alors que l'Allemagne, aujourd'hui, dans son mix énergétique, il y a le solaire qui bat son plein. Donc, pour dire que nous avons des alternatives en énergie renouvelable. Et pour moi, c'est une opportunité qu'a la RDC. Aujourd'hui, si elle est ambitieuse, dans le sens d'effectivement développer ces alternatives qu'il faudra, elle peut bien se positionner de par le monde. Et peut-être pour finir, je dirais, pourquoi on veut se précipiter aujourd'hui en 2022 pour aller vers les énergies fossiles. Mais de plus en plus, le monde est en train d'abandonner des investissements dans les énergies fossiles. Dans les années qui viennent, déjà aujourd'hui, il y a des projets des énergies du pétrole qui ne sont plus financés. Aujourd'hui, en 2022. C'est-à-dire que l'attention est plutôt focalisée aux alternatives. Mais maintenant, nous, on veut exploiter, on vient de lancer il y a quelques jours les appels d'offres. C'est-à-dire que pour voir le premier baril être exploité en RDC, déjà, de par ce processus, il faut voir entre 10 à 15 ans. Situons-nous. Aujourd'hui, en 2022, déjà, il y a de moins en moins les investissements dans les énergies fossiles. D'ici 15 ans, ce sera quoi le cas? C'est comme ça que nous interpellons le pays à ne pas aller dans ce que nous appelons les actifs échoués. Ils vont mettre beaucoup d'argent et cela ne va pas produire. Et ça sera par contre des dettes que nous, Congolais, nous, populations, serons appelés à payer. Donc j'interpelle justement nos autorités, j'invite nos autorités à voir comment est-ce qu'elle doit jouer sa part justement comme étant pays solution. Parce que les ressources ne viendront pas que du pétrole. Depuis toutes ces années, on vit, il n'y avait pas le pétrole. D'ailleurs, les pays qu'on cite, même ici en Afrique, l'Angola, l'Ouganda, le Nigeria, etc., le pétrole ne leur a pas permis de se développer. Donc il y a des alternatives crédibles qui peuvent aider le pays justement à bien se positionner en tant que leader, mais aussi à créer des ressources qu'il faut. Merci. Je pense que ça sera peut-être ma dernière question. Il y a M. Olivier Ndolé qui a parlé de la loi sur les hydrocarbures qui interdit l'exploitation du pétrole. Est-ce que dans les zones protégées, est-ce que nous pourrions avoir des précisions par rapport à cette loi? C'est l'article 155 qui dit expressément qu'aucune exploitation du pétrole ne peut s'effectuer, ni l'exploration dans les aires protégées. Mais au-delà de cette loi-là, même la loi sur la conservation de la nature, à son article 25, donc ça interdit aussi l'exploitation du pétrole, même l'article 74. Et donc il y a des bases juridiques fondamentales qui interdisent et qui n'ont jamais été ni révisées et qui, à ce stade, nous constatons qu'il y a des blocs pétroliers qui sont mis à vente aux enchères, mais qui violent cette législation qui existe en République démocratique du Congo. Même la loi sur l'environnement, même dans les processus, comme vous le savez, à partir, si vous voulez, de l'article 7 à 9, on pose le principe des consultations du public, la participation et l'accès à l'information d'intérêt public, ce qui n'a pas été fait. Par exemple, moi je viens du Nord Kivu, je n'ai aucune information par rapport aux questions des blocs gaziers sur le lac Kivu. Je n'ai aucune information. Pourtant, notre République me garantit ces droits-là d'accéder à l'information et d'intérêt public. Mais aussi, si vous voyez la même loi détermine qu'il faut privilégier l'exploitation pour l'intérêt présent et futur. Mais déjà, tous les blocs sont mis à vente
tous les blocs en un coup, qu'est-ce que nous allons léguer pour les générations futures? C'est pour cela, je pense qu'il faut interroger ce que dit la loi, il faut interroger les politiques passées et aussi s'inspirer par exemple de l'exemple de Moanda. Qu'est-ce que Moanda a contribué par rapport au budget de l'État? Et qu'est-ce que les paysans, en faisant l'agriculture, en faisant la pêche, qu'est-ce qu'ils ont donné, si vous voulez, au budget de l'État pour que la République puisse peser les pour et les contre, les intérêts. Mais aussi, on a dit la santé. Est-ce qu'entre la santé des paysans, la santé des Congolais et les intérêts des multinationales qui vont exploiter ce pétrole, qu'est-ce qui est de plus cher, qu'est-ce qui est d'intérêt public par rapport, si vous voulez, à la République? Ce sont des questions qu'on se pose. Permettez, je voudrais vous dire une chose. Vous devez aussi tenir compte du modèle économique assorti de ces appels d'offres. Quel est ce modèle économique? Moi, je crois que c'est le même modèle qui continue aujourd'hui. Le modèle économique minier, le modèle économique des barrages Inga 1, Inga 2 et le modèle économique de l'exploitation pétrolière à Moanda aujourd'hui. Ce sont des modèles qui ne sont pas pro-pauvres. Ce sont des modèles qui n'ont jamais réduit la pauvreté en République démocratique du Congo. Plus de 30 ans aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, moi je crois que les membres du gouvernement ont la capacité de réfléchir sur cette question. Si ça ne marche pas, allons à l'université, demandez aux professeurs de mathématiques, tout ça. Dites-nous quel est le modèle économique dans ce contexte de changement climatique. C'est grave, c'est nécessaire. Et il n'y a pas longtemps, le gouvernement venait de mettre à la disposition du territoire de Moanda 10 millions de dollars américains dans le cadre, bien sûr, des activités ou des projets pro-pauvres. Mais accordons quand même du crédit à ce gouvernement qui commence à avoir une gouvernance quand même aussi encourageante par rapport à ce secteur des blocs pétroliers. Quand vous avez donné cet exemple-là de 10 millions, nous avons ri. Vous allez à Moanda, il n'y a pas d'électricité sauf pour les bâtiments de la société qui exploite là-bas. On devrait avoir honte de prendre ça vraiment comme exemple. C'est se moquer des Congolais. Après autant d'années d'exploitation, vous donnez ça comme exemple? Non. Il y a des alternatives. Vous avez parlé des alternatives. Dans les années 60-65, les pays ici étaient connus pour être producteurs de cacao, producteurs de coton, producteurs de café. Nous étions des premiers producteurs. Allez demander aux Sénégalais, ils sont reconnus aujourd'hui au monde, il faut le budget de leur pays avec quoi? Demandez aux Ivoiriens, il faut avec quoi? C'est avec le cacao. Nous ici, nous avons un pays où nous pouvons tout cultiver, tout ça, avec beaucoup de succès, parce que nous l'avons déjà fait. Si vous allez à l'Équateur, vous allez voir que tous ceux qui avaient cultivé là-bas, ils ont laissé abandonner les plantations qui sont là, parce que les gens veulent de l'argent frais qu'on peut utiliser directement. On ne veut pas investir. Nous avons beaucoup d'alternatives, notamment dans l'agriculture, où nous pouvons faire développer des filières de café, développer des filières de cacao. Ce sont ces filières aujourd'hui qui font la fierté des pays qui sont aux alentours de nous. Pourquoi nous voulons des choses simples, prendre seulement l'argent pour que demain cela puisse retomber sur la tête des pauvres Congolais? Nous sommes en train de prier pour que nous ne puissions pas nous séparer entre nous. Parce que les 10 millions, depuis lors, nous n'avons jamais vu ça. Et ça n'a pas des effets chez nous. Allez poser la question à l'administration du territoire, il n'a rien vu. Jusque-là, nous sommes en train de discuter entre nous. Rien n'est palpable. Mon cher frère, ce sont des questions essentielles. Vous savez que nous devons nous-mêmes aussi, notre gouvernement doit aussi nous dire combien de barils sont produits au niveau de Moanda. Combien? Publier ça parce que lui-même, l'OCC est en train de vérifier ou un monsieur du gouvernement congolais vérifie, il est à la source. Mon cher ami, allez-y, posez la question si nous sommes capables de le faire, on vous dira. Mais je pense que jusque-là, nous ne sommes pas capables de comprendre aujourd'hui combien de barils a été produit dans Moanda. Nous ne sommes pas encore capables. Donc c'est pour vous dire que c'est un secteur où, comme je l'ai dit, un secteur de passé, un secteur qui n'est pas pro-pauvre. Arrêtons
faisons autre chose. Demandez aux amis de l'université de nous proposer le modèle économique qu'il faut et que le gouvernement n'a qu'à s'associer. Dernière question avant de passer à la deuxième thématique qui va parler essentiellement de la politique énergétique. Olivier Ndolé, le gouvernement a lancé les appels d'offres. On est encore à l'étape du lancement et il faut que les soumissionnaires puissent se manifester. Quelle est aujourd'hui, j'ai dit la question à tout le monde, vous allez vous compléter, la position de la dynamique pôlée pour pour freiner, disons-le comme ça, cet élan du gouvernement à pouvoir exploiter les hydrocarbures en République démocratique du Congo? Oui, je pense que comme vous l'avez dit, ils ont lancé et la population, y compris les organisations, ont donné leur position par rapport à cela, des positions qui sont fondées sur les lois de la République, sur les politiques nationales et sur même les intérêts des communautés locales. Nous pensons que le gouvernement pourra nous attendre. Et à côté de cela, comme vous le savez, nous savons que nous sommes dans un État démocratique et le gouvernement veut chercher de l'argent pour l'État. Et quand on dit l'État, l'État symbolise 3 éléments. Nous avons une population qui s'est exprimée et qui continue à s'exprimer. Nous avons un gouvernement et nous avons un territoire. Et ce territoire-là qui constitue la source de développement économique pour les communautés, la source pour l'habitat de ces communautés et la source, si vous voulez, des moyens de subsistance parce que nous tirons toutes les ressources pour les moyens de survie de cette terre-là. Et cette communauté a exprimé sa voix pour dire nous pouvons contribuer comme nous le faisons sur le budget de l'État sans que vous ne puissiez nous priver de nos terres et pas les donner à des multinationales. Et je pense que le gouvernement pourra toujours nous écouter par rapport à ces arguments que nous avançons. Oui, au-delà de cela, je crois que les lois de la République nous donnent d'autres voies légales qui sont mises à notre disposition par rapport à nos lois et par rapport aux intérêts qui sont par devant nous et même des intérêts des mécanismes institutionnels. Et je pense que nous ne serons pas fatigués et la population ne va pas se fatiguer pour que le gouvernement puisse les attendre par rapport à cette question-là. Nous avons un exemple de l'exploitation du pétrole au Congo central à Mwanda. Ni route, pas d'électricité, trop de pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les multinationales qui en profitent. Les populations restent pauvres. Pire, ils subissent même des impacts négatifs qui causent des maladies aux populations qui meurent. Donc nous voulons que vraiment l'État puisse prendre le temps de réfléchir sur les alternatives et nous sommes là pour aider l'État à réfléchir sur les alternatives crédibles pour que la situation de nos populations puisse changer. Ça ne va pas changer avec le lancement de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Je serais très heureux si ces gouvernements, les membres du gouvernement nous produisent l'étude qu'ils ont fait en termes, l'étude de faisabilité en termes économiques et rentabilité financière et l'étude en termes d'impact environnemental et social. C'est important. Et peut-être que ce sera un nouveau modèle qu'ils vont nous proposer. Et ce modèle pouvait bien être capitalisé par la communauté internationale et que tout le monde pourra reprendre avec les énergies fossiles. Oui, au fait, je dirais que je suis resté triste depuis le jour où j'avais suivi le point de presse de Madame la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de la Communication et des Hydrocarbures qui tous semblaient dire que les gorilles ne sont pas, ou la forêt ou les gorilles ne sont pas plus importants que les hommes. Mais je pense qu'il est important de noter que l'écosystème, parce qu'on parle de l'écosystème, c'est au fait cet ensemble formé entre, n'est-ce pas, les êtres vivants et son environnement. Donc on a besoin de ces forêts, on a besoin de ces gorilles, on a besoin de tout ce qu'il y a dans l'environnement pour que nous, les êtres humains qui semblent être plus importants, puissions vivre. Donc, en termes brefs, je dirais que j'ai confiance et je sais que le chef de l'État, dans sa politique, rien n'a été changé. Il est dans sa politique de peuple d'abord. Hein. Je pense que c'était ça même son slogan. Le peuple d'abord veut dire qu'il doit prendre des décisions qui est à l'avantage du peuple. Il ne doit pas prendre des décisions populistes, permettez le terme,
Parce que les chiffres qui sont présentés, c'est souvent des chiffres propagandistes. Le 200 000 milliards de dollars, il dit qu'il faut une étude qui prouve cela. Mais généralement, c'est comme ça que les multinationaux viennent pour gagner la confiance des uns et des autres. Mais en réalité, au fond, rien n'échange. Il n'y a pas d'emplois qui sont créés de façon durable. Il n'y a même pas ces ressources qui viennent renflouer les caisses de l'État. Donc j'ai confiance que le chef de l'État prendra des décisions qui aidera la RDC à être effectivement pays solution. Merci Emmanuel, merci à Apollinaire, merci Justin, merci à Olivier. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette première partie consacrée à la vente des blocs pétroliers.